voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Laser. C'est un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous vous invitons, Jean-Louis et moi. Extraordinaire à triple titre, si j'ose dire. D'abord parce que c'est le premier de l'année 2023 et donc nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023. Une bonne année à vous, auditrices et auditeurs, une bonne année à celles et ceux qui furent et qui sont aujourd'hui nos invités. Et bien sûr, une bonne année à toute l'équipe de Radio Laser qui met ses compétences techniques à notre disposition, toujours dans un esprit d'accueil, d'ouverture et avec une grande gentillesse. Ensuite, c'est une émission extraordinaire car nous n'avons pas un, mais deux invités, Marion et Carlos. Donc, eh bien, bonjour tous les trois, bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Bonjour Marion. Bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année. Et bonjour Carlos. Voilà. Et enfin, c'est extraordinaire. Le troisième titre, c'est que nos voyages sont toujours extraordinaires. Jean-Louis, peut-être si tu veux parler de ton labo, puisqu'il va en être question aujourd'hui dans cette émission. D'abord, meilleurs vœux à tous, à toutes et à tous, et aux jeunes qui nous écoutent depuis le début de cette émission. 2023, on peut espérer quand même que elle soit encore un peu plus belle que celle de 2022. Toujours, et toujours espérer, oui. Que nous puissions échanger, nous rencontrer, parler, rêver, construire, enfin plein de choses. Et donc oui, tu as bien fait de souligner qu'il y avait plusieurs titres aujourd'hui particuliers pour cette émission, parce que nous recevons deux jeunes chercheurs. Alors jeunes, vraiment jeunes, je peux vous le dire. Oui. Et donc on va pour la première fois entendre une doctorante, Marion, et puis ce qu'on appelle chez nous un post-doctorant, ce qui veut dire donc quelqu'un qui a déjà sa thèse de doctorat et qui continue après la thèse à faire de la recherche. C'est Carlos, et Carlos ne vient pas de Bretagne comme Marion, mais il vient des Canaries. Donc il va nous raconter tout ça tout à l'heure. Ouais. Alors ils sont tous les deux dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de traitement du signal et de l'image, qui a été créé maintenant un demi-siècle, on peut dire, comme ça. Oui, c'est joliment dit. Et qui fait partie des grands laboratoires de l'Université de Rennes et de l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale. Et donc, on va parler avec nos jeunes, bien sûr, pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, comme d'habitude, Félix. Absolument. Alors moi, je tiens à souligner quand même que Jean-Louis, si on fait cette émission ensemble, c'est d'abord la littérature qui nous a fait nous rencontrer. N'étant pas moi-même un homme de science, c'est loin de là, mais mon ignorance, en quelque sorte, me permet peut-être de poser des questions naïves, et donc j'endosse en quelque sorte le costume de Monsieur Candide. Ah ben, bon, tu n'es pas si loin que ça de la médecine quand même, puisque tu as expérimenté quelques petites choses en cardiologie. Je suis pas vraiment du bon côté. Et Marion travaille en cardiologie, comme tu vas le voir. Donc, je ne sais pas par qui on commence et comment on commence. Écoute, je te laisse la direction des opérations. Marion la première, c'est la plus jeune, normalement. Oui, alors voilà, on commence avec Marion. Alors, Marion, c'est l'histoire d'abord qui nous intéresse. Donc, d'où viens-tu ? Quel chemin tu as suivi ? Où est-ce que tu es allé aussi, peut-être ? Avant d'arriver au moment qui nous réunit aujourd'hui. Alors, d'où viens-tu ?
Alors moi, donc c'est pas très loin de la Bretagne, mais c'est pas la Bretagne. Hein. Je vais avoir des problèmes. Ça se discute. Hein. Non, je vais avoir des problèmes avec des Bretons. Donc je viens de dire que c'est la Loire-Atlantique. Donc j'habitais une petite ville qui s'appelle Guérande. Donc c'est pas très loin de Rennes. Mais donc j'ai fait toutes mes études, lycée, collège là-bas. Et ensuite j'ai fait un parcours plus que classique, parce que je suis partie en classe préparatoire. Donc je suis partie à Vannes, donc là c'est la Bretagne. Et ensuite, après 2 ans de classe préparatoire, j'ai passé le concours des grandes écoles d'ingénieurs et je me suis retrouvée 3 ans à Grenoble, donc à l'autre bout de la France, dans une école d'ingénieurs spécialisée en mathématiques et en informatique. Et durant ces 3 ans, j'ai eu la chance de partir 6 mois en Erasmus en Suède à Stockholm. Et puis à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai fait un stage à Paris et j'ai enchaîné directement sur la thèse à Rennes. Alors on va revenir sur quelques-unes des étapes. Guérande, c'est une belle ville. Très bien. Quand on passe sa jeunesse là-bas, on est heureuse. Oui, j'étais très bien. Le chemin est effectivement assez classique, mais enfin il n'est pas si ordinaire que ça quand même. Tout le monde ne fait pas les classes préparatoires. Non. Alors, ni une école d'ingénieur, parce que pour les femmes, on dit tout le temps que nous manquons absolument de jeunes femmes qui s'intéressent aux sciences. Ah oui, là, c'est une passion très, très, très tôt. Oui, c'est vrai que les pourcentages n'étaient pas avec moi, parce que tout au long de ma scolarité, on n'était pas beaucoup. En fait, moi, j'ai toujours aimé les maths, et vu que j'étais plutôt studieuse et ça se passait bien à l'école, j'ai toujours continué là-dedans. Et je savais que potentiellement, il y avait des jobs à la clé quand on travaillait dans les sciences. Donc en fait, j'ai plutôt choisi mon cursus scolaire par rapport aux matières que j'appréciais. Et donc vu que je savais pas exactement ce que je voulais faire, je suis allée en classe préparatoire parce que ça me fermait le moins de portes possible. Puis après, j'ai dû choisir... Alors ces classes préparatoires, on dit toujours qu'elles sont difficiles, qu'on travaille beaucoup. Est-ce que c'est toujours vrai ? On travaille beaucoup, ça c'est vrai, parce que on travaille quand même du lundi jusqu'au samedi midi, donc c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Avec ce qu'on appelait de montant d'école. Ouais, ça existe toujours, donc c'est assez stressant. Là, on se fait évaluer 2 fois par semaine minimum à l'oral, donc c'est quand même assez prenant. Donc non. Après, moi j'ai bien aimé parce qu'on est très encadré et on apprend beaucoup de choses, je pense. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas pour tout le monde. Si on est assez solitaire, peut-être que la fac est mieux. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié. Et puis c'était le fait de pas avoir à choisir directement une spécialité, parce que c'est général. Moi j'ai fait donc ça a changé de prénom entre temps, mais MPSI-MP, donc en spécialité maths et physique. Donc d'accord. Ça reste très général et on peut accéder à presque toutes les écoles d'ingé avec ce type de prépa. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Alors, on va revenir plus tard sur quelques points qui ont été mentionnés. Tu m'y feras penser, Félix. Oui. Il faut qu'on revienne sur Grenoble quand même, parce que c'est une grande ville universitaire aussi. Et puis sur Erasmus, puisque là, on a parlé d'Erasmus. Oui. On va passer à Carlos quand même. Alors, Carlos, là, c'est dans les Canaries. On travaille dans les Canaries ? Oui, de temps en temps. Pas tous les jours. On travaille dur. Mais oui, comme vous l'avez évoqué, je suis né aux Canaries, plus précisément dans une ville d'environ 150 000 habitants qui s'appelle San Cristóbal de la Laguna. Oh là. Et du coup, c'est une ville universitaire historique, c'est la première ville fondée sur l'archipel. J'ai fait mon école, mon collège, lycée là-bas, et aussi ma licence. J'ai fait une licence d'ingénierie électronique. Et ensuite, moi, c'était un peu comme Marian, j'aimais beaucoup les mathématiques, donc je voulais me spécialiser un peu dans ces domaines-là. Donc, je suis venu ici à Rennes pour faire un master de mathématiques appliquées. Et là, pendant mon master, j'ai fait 2 stages au laboratoire traitement des signaux et de l'image. Ils m'ont beaucoup plu. Et donc, ensuite, j'ai continué en thèse au même laboratoire. Et maintenant, j'ai soutenu ma thèse il y a 1 an, on va toujours au même endroit. On va revenir sur certains aspects. Alors d'abord les Canaries. Vous m'avez dit l'autre jour qu'il y avait 2 millions d'habitants. Ça m'a surpris parce que je crois que personne en France, ou peu, tout au moins, imagine que dans ces îles, alors il y en a 7, je crois. Ouais, il y en a 7. Mais elles sont pas si grandes que ça. Je pense que Tenerife, mon île, est la plus grande. C'est à peu près 2000 km². Et ça fait, donc
C'est 20 par 10 km? Non, en gros, pour avoir une idée, moi, ce que j'ai dit à chaque fois, il y a une autoroute qui fait le tour des Lilles et c'est 3 heures à peu près de faire le tour des Lilles. Ah oui. Donc, elle est quand même oui, assez... je pense qu'on a une notion tout à fait approximative. Enfin, moi, je ne suis jamais. Oui, alors est-ce que c'est lié au fait que c'est un archipel? Oui, et puis peut-être la célébrité des sites touristiques. Alors, on imagine facilement une île paradisiaque avec quelques Elle l'est peut-être, hein. Oui, mais... non, Carlos, en fait, c'est paradisiaque. Ah bah oui, moi je ne peux pas dire le contraire. Mais non, par rapport... il y a quand même, il y a des endroits, le sud de l'île, c'est vrai, c'est un peu l'idée qu'on a ici en France de villages touristiques, oui, avec voilà. plein d'Anglais, des Allemands, des Français aussi qui viennent passer leurs vacances. Mais sinon, ma ville, par exemple, c'est une ville historique, universitaire, et c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance que dans le sud de l'île. Et puis le nord, c'est plus rural, il y a un peu d'agriculture aussi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment, je dirais pas tout, mais quand même trois styles de villes différentes. Alors on travaille donc oui. aussi, hein, parce que je plaisantais tout à l'heure avec Marion, mais le système est différent en Espagne. Oui. Vous avez le bachillerato. Voilà, c'est ça. Donc c'est qui est 2 années. c'est 18 ans aussi, ouais, je crois. C'est 18 ans. On commence à 16 ans. Là, par contre, c'est que 2 ans au lycée. Oui. Et non, c'est les 2 années après, les années obligatoires que l'on fait pour accéder à l'université. Alors après. comment on accède à l'université? Alors ça fait déjà 10 ans, que moi j'étais au lycée, donc ça a peut-être changé. Moi je vais vous écrire le système, à mon époque on va dire. Donc on était évalué tout au long de ces 2 années-là. On avait des cours d'espagnol commun, d'histoire, philosophie, et puis les matières qu'on choisissait, donc maths, physique dans mon cas. Et ensuite, on avait un examen aussi, commun pour toute la région, donc pour tout l'archipel des Canaries. La note moyenne des deux a été calculée, et puis selon nos notes, on pouvait choisir la faculté. Donc, la faculté, c'est-à-dire médecine, sciences, voilà. droit, voilà. économie. En gros, il n'y a pas d'école d'ingénieur en Espagne, donc vraiment, si on veut faire des études d'ingénieur, c'est à la faculté comme pour les maths, la médecine. Et selon, il y a des études, notamment la médecine par exemple, qui sont très demandées. Donc on va avoir une note, besoin d'une note plus élevée. Et puis d'autres où il y a moins des personnes qui sont intéressées, on peut y accéder. L'ordre de grandeur d'étudiants, du nombre d'étudiants là-bas, juste pour avoir une idée. Nous, dans ma classe, on était peut-être 70. Oui, mais au total étudiants. de l'université, est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 20 000, est-ce que... Moi, je pense, beaucoup plus que ça. Mais je pense que moi, on était environ 3 000 à passer l'examen. Donc, je dirais 3 000 par année. Par année, donc, ça va faire donc 15 000... ouais, peut-être 15 000, 15 20 000, quelque chose comme ça, oui. Dans mon université. En sachant qu'il y a 2 universités aux Canaries. Donc, je dirais, 60 000 peut-être. D'accord. Bon, donc, voilà 2 parcours qui sont proches du point de vue des points de départ, parce que ils aimaient tous les deux les mathématiques, visiblement. Hein. Et puis avec 2 systèmes universitaires qui sont un peu différents. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Alors on va revenir à Marion, parce qu'elle nous a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Hein. Elle nous a parlé de Grenoble. Donc Grenoble, c'est une école d'ingénieurs là-bas? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs à Grenoble. Par rapport à sa taille, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup d'ingénieurs. Et donc moi, j'étais dans une école qui fait partie d'un regroupement d'écoles qui s'appelle Grenoble INP et qui est maintenant rattachée à la fac de l'UGA. Et donc moi qui étais spécialisée en mathématiques appliquées et informatique. Tous les deux, vous avez un peu le profil de mathématiques appliquées, si je comprends bien. C'est ça. Mais alors, vous avez parlé tout à l'heure d'Erasmus. Voilà, c'est ça. Alors, Erasmus, comment on rentre dans Erasmus? Quelle idée on a de rentrer dans Erasmus?
Racontez-nous un peu. Alors moi j'ai toujours eu la bougeotte, j'ai toujours voulu aller à l'étranger pendant mes études et le plus vite possible. Et le seul problème c'est que quand je suis arrivée en prépa, j'ai su qu'en fait on pouvait pas partir en Erasmus pendant les classes préparatoires parce que voilà justement il y a beaucoup de cours et qu'à la fin on nous prépare pour un concours. Ouais. Donc en fait j'ai essayé de partir le plus vite possible. Donc une fois arrivée en école d'ingénieur, j'ai directement postulé et on pouvait pas partir directement la première année parce qu'il y a beaucoup de dossiers à faire et des demandes diverses. Donc on pouvait partir que la deuxième année. Donc moi j'ai postulé en deuxième année et donc l'Erasmus c'est des partenariats. Postuler ça veut dire quoi? Ça veut dire déposer un dossier. C'est ça, faut déposer. De motivation. Exactement, il y a plusieurs étapes et ça dépend un petit peu des facultés. Nous fallait déposer un dossier d'abord dans l'école et être accepté. Et après, normalement, il y avait des places réservées pour chaque école avec des partenariats dans certaines écoles. Et il fallait que l'université d'accueil soit acceptée en termes de niveau, on va dire ça comme ça, par notre école, pour qu'on puisse, rattraper les wagons quand on revient et qu'on n'ait pas trop fait de vacances, quoi. Voilà, parce qu'il faut valider quand même son année à l'étranger. Après, il y en a qui décident de ne pas la valider, mais moi, je voulais pas perdre 6 mois ou 1 an. Je voulais revenir sans. Alors, donc, le partenaire pour vous, c'était quelle école alors? C'était donc KTH. Donc, pardon? Ça s'appelle KTH, c'est l'Université royale des arts et métiers. Donc la traduction, je crois que c'est ça. À Stockholm même. Voilà, à Stockholm. Donc c'est l'université, je pense, un peu historique de Stockholm et c'est la plus grande de la Scandinavie. Donc c'est vraiment une grosse université et qui est spécialisée en sciences larges. Il y a l'ingénierie, on va dire aérospatiale, à l'architecture, et puis des mathématiques, l'informatique. De la mécanique, il y a plein de choses, mais c'est sous le système de faculté. Hein. Je pense qu'il y a que la France qui est sous le système école d'ingénieur. Et vous étiez combien à partir de Grenoble, à cet endroit-là, toute seule? Moi, de mon école, j'étais toute seule. On était 3 à partir cette année-là, et j'ai retrouvé 2 autres Grenoblois qui étaient dans d'autres spécialités. Mais autrement, j'étais un peu toute seule. Mais c'est ce que je voulais. J'essayais d'éviter les Français à l'étranger, oui. Parce que c'est un peu le problème d'Erasmus, c'est quand on arrive, on se retrouve qu'avec les autres Erasmus, et c'est assez dur de se mélanger avec les Suédois dans mon cas. Et donc j'évitais les Français. Et la Suède, c'était un choix particulier ou l'éventail des choix était réduit? Pourquoi la Suède, quoi? Ouais, il y avait plusieurs choix possibles. Donc en Europe principalement. Après en Erasmus, il y a quelques pays hôtes de l'Union européenne. Mais moi, j'étais toujours attirée par ces pays-là parce que on dit qu'ils sont un peu en avance sur nous sur des problématiques sociales et politiques et moi je voulais aller voir si c'était vraiment mieux et non ça m'intéressait et puis le système scolaire est plutôt réputé dans ces pays nordiques donc j'avais postulé en Suède, en Finlande et en Norvège donc donc c'était ciblé quand même. C'était vraiment la Scandinavie. Oui c'était ça et puis pour finir vu qu'on n'était pas beaucoup à postuler j'ai eu mon premier choix mais c'était l'avantage. Et alors, qu'est-ce qu'on tire de cette expérience alors? Parce qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter là, hein, donc et qui sont peut-être demain, qui vont pas peut-être demain aussi candidater pour Erasmus. On leur souhaite d'ailleurs. Hein. Ça ouvre un petit peu l'esprit sur les différentes manières de vivre, de travailler, parce que moi j'avais pas connu le système, on va dire fac, avec très peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail à la maison. Que ça soit pour l'école d'ingé ou la prépa, c'est beaucoup d'heures en présentiel. Donc déjà, il y a ce système-là qui change beaucoup, avec beaucoup plus d'autonomie. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, découvrir carrément un autre mode de vie. Je suis arrivée, il y a que 4 heures de soleil par jour. On était sous la neige. Donc, je m'étais un petit peu adaptée à Grenoble, mais la Suède, c'était un autre univers. Et puis découvrir plein de gens d'autres nationalités, ça, c'était plutôt sympa. C'est aussi très cosmopolite, oui, l'école là-bas. L'université, il y a vraiment beaucoup d'Erasmus et en fait, voilà, il y a tous les autres pays de la Scandinavie qui sont aussi là. Les cours sont en anglais. Ah oui, il y a aussi ça, ce point-là. Pour parler anglais, c'est bien parce que je partais un petit peu avec un peu de retard, on va dire ça comme ça. J'étais pas très bonne et le fait de parler en anglais toute la journée. Et de suivre les cours en anglais. En anglais, ouais, c'est ça. Tous les cours de master sont en anglais. En Suède, donc c'est l'avantage. Aussi pour ça que j'avais choisi la Scandinavie, parce que je savais que les cours seraient uniquement en anglais, parce qu'il y a des cours en Espagne et en Italie, c'est pas forcément le cas, donc je comptais pas apprendre. Matériellement, comment ça se passe, Erasmus? Est-ce que les aides permettent de le faire
sans trop de difficultés ou... Ça dépend des pays, justement. Je pense que faut un peu choisir aussi son pays par rapport à son budget. On a des aides pour le logement, parce que vu qu'on perd aussi les aides qu'on a en France, tout ce qui est APL, donc ça on n'a pas quand on est en Erasmus. Donc il y a des aides, mais ça suffit pas à payer son logement à Stockholm, c'est assez cher. Mais autrement, la faculté est payée. En fait, on paye en France et on n'a rien à payer pour la fac, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de frais d'inscription. Voilà, pas de frais du fait d'inscription. d'être inscrit en France. Quoi. Voilà, ça. Nous, on paye en France, eux, ils payent en Suède, et puis on échange. Donc c'est l'avantage, ouais, parce qu'il y a des pays où la scolarité est très très chère. Mais donc ouais, donc la fac, il n'y a pas à payer. Donc les logements, il y a une bourse Erasmus pour pouvoir payer les logements, mais faut prévoir un petit peu d'argent pour. Ça couvre à peu près le logement ? À peine. À peine. Bah moi, ça c'est à peine. Après, ça dépend parce que on peut avoir des bourses en plus en suivant les revenus des parents aussi. Mais, non, moi j'avais prévu un petit peu de côté. Mais, D'accord. Puis mes parents m'aidaient, mais oui, il faut prévoir. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Nous sommes dans notre émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences et qu'aujourd'hui, nous recevons Marion, doctorante, et Carlos, Doctorant. Post-doctorant. Alors voilà, doctorante et post-doctorante. Voilà. Et donc, bien sûr, cette émission, c'est l'émission de Jean-Louis Coatrieux qui dirige les débats. Donc il est déjà docteur d'université. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'on l'appelle post-doctorant. Carlos, il y a beaucoup d'Espagnols qui vont aussi, qui utilisent Erasmus, justement. Enfin, je pense qu'ils font partie de ceux qui... Et beaucoup d'ailleurs qui vont en Espagne aussi. Je pense que c'est même la destination préférée des Européens. Oui. Donc là, Marion avait choisi le nord, le froid. Un peu ce qu'on a en Bretagne l'hiver, quand même, de temps en temps. Oui. Enfin, c'est vrai qu'il fait beau plusieurs fois par jour chez nous. Hein. Et puis les jours sont plus longs quand même en hiver. Mais il y a, dans l'autre sens, il y a aussi des Espagnols qui font Erasmus dans d'autres pays. Pourquoi c'était pas intéressant parce que aux Canaries on est bien, donc. Non, enfin moi j'avoue, nous c'était en 3e année que les étudiants partaient en Erasmus dans ma licence. Mais en fait, Erasmus, on peut pas partir, on peut pas choisir la destination. On est obligé de partir là où l'université a des accords. Oui. Et donc, c'est ce que Marion a dit. Et donc nous, dans notre cas, j'avoue que on n'avait pas beaucoup de partenariats. Et c'était que la Pologne, 2 étudiants qui pouvaient partir en Pologne et un étudiant, si je dis pas de bêtises, en Slovénie. Et du coup, moi Et la langue, alors, parce que là, vous êtes totalement à l'aise avec le français, totalement à l'aise aussi avec l'anglais ? Je pense qu'avec l'anglais, un peu moins. En plus, je pense que je parle de moins en bien anglais. Mais c'est vrai que moi, c'était l'un des critères quand j'ai voulu partir des Canaries, chercher un pays où je parlais un peu la langue. Donc je pense que c'est Et donc ça a été la France. Et donc ça a été la France. Mais il y avait peut-être d'autres choix en balance. À l'époque c'était aussi l'Angleterre. Oui. Mais finalement j'avais postulé pour plusieurs masters ici en France. Et après Rennes, j'avoue c'était un peu c'était le master qui a répondu en premier. Donc voilà, je fais le choix de Rennes. De l'école d'ingénieur, maintenant, il y a des équivalences de master directement. Pour Grenoble en particulier, c'était le cas. Oui, c'est ça. C'est pour donc ça on peut rentrer directement en thèse. Oui, c'est ça. Après, toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas l'équivalent master, mais l'avantage d'être dans une grosse école d'ingénieurs, c'est qu'il y avait les équivalents, parce qu'on était rattaché avec la fac. Donc, ouais. D'accord. Et donc, en fait, Carlos n'est pas arrivé directement dans le laboratoire pour sa thèse. Il a fait un master de mathématiques appliquées à l'IRMA, alors. Voilà, c'était ça. C'était un master. Et mathématiques appliquées, est-ce qu'on peut savoir à quoi ça correspond ? Alors, je pense que la mention, c'était calcul scientifique et modélisation. Donc, on avait d'un côté toute la partie calcul scientifique, c'est-à-dire on s'intéressait à des problématiques, à des problèmes physiques notamment. On essayait de faire des modèles de ces problèmes pour après pouvoir simuler sur ordinateur le phénomène. Donc, c'est ce qu'on appelle les calculs scientifiques. Donc, il y a un peu
quand même des notions de physique, des mécaniques pour comprendre vraiment la problématique. Ensuite, un peu des mathématiques pour pouvoir créer notre modèle. Et finalement aussi un peu d'informatique pour pouvoir implémenter ce modèle sur un ordinateur et pouvoir lancer nos simulations. Alors donc, quand on a fait ce master de mathématiques appliquées, on peut aller dans différentes directions. Voilà, c'est ça. Le champ de recherche par la suite, il est complètement ouvert. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être en biologie, mais ça peut être aussi en physique. Ça peut être biologie, en physique, chimie, mécanique, et puis appliqué au domaine de la défense. Et moi, du coup, je fais les choix de la santé. Voilà, donc tous les deux, vous avez fait ce choix-là de la santé. Alors, bon, je veux dire que ça fait un peu partie de mon histoire aussi, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi ce choix, Marion, alors ? Pourquoi d'aller est-ce qu'il y a une motivation particulière dans le choix d'aller vers la santé aussi Oui, moi ça s'est fait vraiment sur le tard, parce que mon école, pareil, elle n'est pas du tout spécialisée dans la santé. J'avais un seul cours en dernière année qui traitait de la santé, mais mes collègues de promo, il y en a très très peu qui travaillaient en santé. Et c'est... en fait, je cherchais une application qui avait un peu plus de sens que de travailler dans la finance, par exemple, parce que beaucoup de mes collègues de promo travaillent dans la finance. Donc en fait, la santé en fait est un peu venue naturellement, essayer d'avoir un impact un peu plus positif. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études en recherche pour la santé et ça m'a plu. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça après. Et il n'y avait pas de raison dans l'environnement particulière non, donc simplement en se disant que ça avait un sens de travailler dans ce domaine. Oui. Carlos, pour vous ? Non, moi c'était à peu près la même chose. Je me suis dit, bon, c'est quand même un domaine d'application assez noble. Donc, pourquoi pas, mais j'ai pas non plus des médecins dans la famille, ni des gens dans le domaine. Il n'y a pas d'antériorité familiale ou... Non, moi j'ai une famille, ils sont tous profs d'école primaire ou des collèges. D'accord. C'est un domaine de recherche qui est très actif aussi. Il y a beaucoup de nouveautés. Oui, puis qui est très divers aussi. Ouais. Donc on va en venir à leur sujet après de travail. Je salue, moi, la noblesse du choix. C'est un choix éthique, c'est un choix moral. Et ayant été... alors, pas du tout volontaire pour ça, mais ayant été partenaire du côté patient d'un service de Pontchaillou à Rennes, le service cardiologie, on est quand même étonné, au moins quand on est conscient de ce qu'on nous fait, de la technicité de tout ce qui entoure la médecine. On est loin du médecin du temps de Balzac qui collait une oreille et puis qui examinait le flacon d'urine. En quelques temps, on a fait des progrès absolument... et on continue à faire des progrès oui, je pense énormes. Que c'est loin d'être terminé, cette aventure. Alors Marion, sur quoi vous travaillez ? Donc oui, moi c'est la cardiologie justement. Donc mon sujet de thèse, il traite sur donc l'analyse de la fonction cardiaque. Donc c'est trouver, donc analyser et mieux comprendre la qualité du cœur à, on va dire, pomper correctement le sang. Et donc j'ai différents domaines plutôt pathologie sur lesquels on applique cette analyse. Et donc en fait, on cherche à mieux comprendre donc la qualité et les défauts du cœur du patient pour pouvoir mieux le comprendre, mieux le diagnostiquer et pouvoir mettre en place les bons traitements. Et si je peux donner un exemple d'application, par exemple, en ce moment, je travaille sur des patients qui ont un asynchronisme cardiaque, donc leur cœur bat pas correctement de manière synchronisée. Oui. Et donc pour certains de ces patients, on leur implante un dispositif de resynchronisation cardiaque. Et en fait, la problématique qu'ont les médecins, c'est que 30% des patients qui sont implantés par ce dispositif ne répondent pas à cette thérapie. Ça ne résout pas le problème. C'est ça. Et puis vu que c'est quand même une opération assez lourde pour des patients qui sont à risque, on aimerait bien mieux sélectionner les patients qu'on implante. Et donc on cherche des nouveaux indices, des nouveaux indicateurs
pour mieux sélectionner ces patients, et donc c'est une partie de mon travail. D'accord. Et les techniques d'imagerie qui sont utilisées là Moi, c'est principalement de l'échographie. Donc, on essaye d'utiliser du traitement de données médicales et donc des signaux et des images échographiques parce que c'est non invasif, l'échographie, et tous les patients passent par une échographie avant. Donc, Et alors, qu'est-ce qu'on fait sur l'image? Parce que je pense que le grand public doit savoir quand même Absolument. quelque chose sur Moi, l'échographie. je suis impatient de ce que va nous dire Marion. donc, l'échocardiographie, je pense que tout le monde connaît l'échographie avec les bébés déjà. Après, il y a beaucoup de gens qui sont passés par une échocardiographie parce que on l'utilise pour presque toutes les opérations. Donc c'est une image qu'on a mais qui est de très mauvaise qualité, et récemment en fait on arrive à contourer les parois du cœur, des différentes cavités du cœur, et donc moi je travaille sur ces signaux de mouvement du cœur pour mieux quantifier en fait la qualité du cœur à pomper, parce que ces parois du cœur bougent, et donc on essaye de tirer des indices de ces images et de ces mouvements du cœur. Donc voilà. c'est un peu de l'analyse de mouvement. Exactement. Et puis à partir de ces mesures d'analyse de mouvement, essayer de quantifier les volumes. C'est ça, et le travail. La dilatation du muscle, etc. L'énergie qui est fournie par par la cavité pour éjecter le sang, et aussi essayer de qualifier l'asynchronisme de ce patient pour savoir où ça se passe, et voilà, c'est ça. Donc vous travaillez avec des médecins? C'est ça. J'ai 2 directeurs de thèse, donc un qui est cardiologue et une qui a un profil plutôt d'ingénieur. Donc je suis vraiment pile entre les deux domaines. Donc voilà, c'est ça. Et vous êtes au contact des patients ou seulement au contact des images? Uniquement des images. Je suis allée voir une fois quand même comment ça se passait pour voir comment ça... En réel, comment les images étaient prises, mais non, je récupère juste les images. Et heureusement pour les patients, parce que j'ai pas la qualité de... Vous êtes en 2e année, là, c'est ça? Je commence ma 3e année. Vous commencez la 3e année, d'accord. Donc, on va y revenir après, parce que là, on va rentrer dans une période un peu différente, dans cette 3e année. Mais bon, Carlos peut déjà vous expliquer comment ça se passe. Alors, Carlos, vous travaillez sur quoi, vous? Alors, moi, c'est plus la radiothérapie, et nous, on s'intéresse au cancer de la prostate. Donc, moi, mes stages et ma thèse, c'était sur les mêmes sujets. C'était vraiment faire un modèle numérique, donc sur ordinateur, de la croissance tumorale et la réponse à la radiothérapie. Donc, à partir d'une image, nous, c'était des images de résonance magnétique. Oui. On pouvait faire un tissu virtuel. Et ensuite, on simulait la réponse à l'irradiation. Donc, on savait quel traitement allait être prescrit aux patients. Nous, on le simulait sur ordinateur pour essayer après de prédire une récidive. Donc, pour voir si le traitement allait marcher ou pas. Alors, ça, ce sont les traitements qui sont assez compliqués parce qu'ils sont... l'irradiation, le système d'irradiation, déjà, est un peu compliqué. Il faut le planifier. Voilà, c'est ça. Les séquences de traitement qui vont être appliquées. Et en plus, ça s'inscrit dans le temps. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule séance. Voilà, c'est ça. Pour les cas, ça dépend du cancer, mais pour le cancer de la prostate, on prescrit une dose de 80 Gray. Gray, c'est l'unité d'irradiation, mais on peut pas irradier les patients avec les 80 grèves d'une seule fois, parce que sinon il y aurait des problèmes avec sur les tissus sains. Les autres tissus. Donc ce qu'on fait, c'est on divise la dose en fractions de degrés, et le patient reçoit une fraction de lundi à vendredi, une fois tous les jours. Donc ça fait 8 semaines d'irradiation. Et nous, ce qu'on se demandait aussi, c'était de voir si pour ces patients pour lesquels ce fractionnement de degrés n'a pas marché, si on pourrait justement modifier peut-être la fraction, essayer de voir avec 2,5 Gray, 3 Gray, voir si on aurait de meilleurs résultats avec ces fractionnements. D'accord, donc ça suppose là de l'image aussi, voilà. Avec de l'imagerie par résonance magnétique. Oui. Ça suppose des dispositifs d'irradiation très particuliers aussi. Oui, qui sont au centre Eugène Marquis à Rennes. Oui. Alors, généralement, quand on parle de radiothérapie, on parle de
protéger aussi tout l'environnement de l'organe qui va être traité. Voilà. C'est pareil pour la prostate, je suppose. Voilà, oui. Et quels sont les organes qui sont les plus sensibles qu'il faut éviter Alors là, on rentre un peu dans le sujet de ce que j'ai fait en ces moments. Et là, en effet, quand on irradie la prostate, on a des appareils de plus en plus précis qui arrivent à irradier que la tumeur un peu autour, mais quand même, on irradie un peu aussi, notamment l'urètre. Il faut savoir que l'urètre traverse vraiment la prostate, donc c'est presque impossible de ne pas l'irradier. Et un peu aussi la vessie et le rectum qui sont à côté de la prostate. Et donc, nous, ce qu'on cherche en ces moments, c'est de savoir, on se dit, c'est peut-être pas possible d'épargner complètement l'urètre et le rectum, mais peut-être on peut épargner certaines zones. Donc nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est voir s'il y a certaines zones de la vessie et du rectum qui sont associées à des effets secondaires. Donc on peut penser à l'incontinence, à la rétention, etc. Et donc, on essaie de les identifier pour pouvoir, après, épargner au moins ces zones-là pendant les traitements. Félix, tu as compris ce dont il s'agit ? Ah oui, tout à fait, oui. Mais juste la même question, Carlos, que j'ai posée à Marion tout de suite. Un contact avec les patients ? Alors, moi, c'est exactement comme elle. Moi, je suis allé une fois pendant mon stage de Master 1, donc c'était vraiment, quand j'ai commencé un peu dans le domaine, j'ai assisté à une séance d'irradiation. Mais sinon, non, nous, on reçoit directement les images au laboratoire et on les traite, mais on n'a pas de contact direct avec les patients. Mais moi, je suis quand même, je dis quand même, je suis vraiment admiratif de savoir qu'au-delà du service dans lequel on est soigné, il y a un tas de gens, de chercheuses et de chercheurs, d'étudiantes et d'étudiants comme vous qui travaillent pour la cause la plus noble qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire pour sauver des vies. Alors, on va essayer de encore mieux comprendre leur activité. Alors, sans parler d'un modèle de journée de travail, quels sont les éléments clés finalement de vos activités ? C'est programmer, c'est réfléchir à des solutions possibles, c'est comparer des solutions, c'est écrire des papiers. Marion. C'est un peu tout ça et ça dépend où on se trouve dans le projet, où est-ce que nous on arrive dans un projet qui est un peu plus global que nous, parce que les problématiques ont été soulevées par des médecins avant. Donc toute la première partie, c'est essayer de comprendre la problématique que les médecins, donc on y va, ou ils viennent nous expliquer un petit peu le contexte clinique. Après, nous, on se documente aussi parce qu'on n'a pas fait des études de médecine, donc il faut qu'on se mette à jour sur cette partie-là. Et après, on passe quand même beaucoup de temps sur notre ordinateur à consulter ce qui a déjà été fait, faire une recherche sur l'état de l'art et des méthodes qui ont été utilisées dans d'autres domaines et auxquelles on peut se rattacher et qui pourraient potentiellement marcher dans notre problématique. Donc, il y a quand même pas mal de lectures sur l'état de l'art. Et après, autrement, une fois que le projet est lancé et qu'on a une idée, on est beaucoup à coder derrière notre ordinateur et à traiter les données patients. Alors, Carlos, c'est un peu la même chose ? Ouais, moi je dirais que c'est un peu la même chose. Une première étape quand on commence, étude bibliographique pour voir où est-ce qu'on peut se situer. Et ensuite, oui, beaucoup de programmations. Ce qui a été fait, en fait. Ce qui a été fait, oui. Déjà. Donc, voir si la solution existe déjà, dans ces cas-là, ce qui a été fait dans le monde. Oui, c'est ça. Ou dans d'autres domaines aussi. Oui. Des fois, il y a des domaines, ils ont déjà une solution pour, pour l'aéronautique, pour la segmentation. Qu'on peut adapter et que ça n'a pas été encore fait. Mais cette recherche bibliographique, comment vous la faites ? Vous la faites avec des mots-clés ? Vous allez regarder dans des revues particulières ? Pour faire l'état de l'art. L'état de l'art, pour ceux qui nous écoutent, c'est savoir exactement ce qui a déjà été tenté, ce qui a déjà été fait, ce qui a pu marcher, ce qui a pu ne pas marcher, mais dans le monde entier. Oui. Il ne s'agit pas de regarder ce qui a été fait en France, à Rennes ou ailleurs.
Donc là, il y a des revues de référence. En fait, des l'avantage conférences de de notre référence. génération, c'est que déjà tout est disponible presque sur Internet, donc par recherche de mots-clés, ou on allait voir un article qui va nous emmener sur un autre article qui va les avoir cités. Donc on peut déjà aller assez loin uniquement avec les articles scientifiques. Après, il y a les conférences aussi, mais c'est plutôt les articles de conférences qui vont nous intéresser. Et après, ouais. Donc, Oui, c'est pareil. sur Internet, il y a des sites. Après, on demande aussi conseil aux cardiologues et aux plus anciens qui ont des pistes. Oui, alors là, il y a une littérature médicale en général, Ouais. et il y a une littérature scientifique, plus scientifique, Ouais. dans le sens méthodologique ou théorique. Donc il y a deux mondes en fait à explorer dans cette recherche bibliographique. Il y a les deux versants, le côté médical et le côté purement algorithmique, scientifique, mathématique, par exemple. Alors dans cette période, dans ces activités, il y a quand même des choses peut-être un peu particulières. Je pense par exemple vous faites des exposés des fois, peut-être en interne d'abord, je sais pas, peut-être que je crois qu'il doit y avoir une journée de doctorants qui doit avoir lieu tous les ans, où vous exposez vos travaux devant le laboratoire, mais il n'y a pas que ça. Alors la première conférence ou le premier exposé à l'extérieur. Oui, en fait, moi, j'ai commencé, dès la fin de ma première année, j'ai fait ma première conférence et c'était à l'étranger, parce que j'ai eu la chance que les frontières réouvraient au moment de ma première conférence, donc elle était en présentiel pour moi, et je l'ai fait en République tchèque. Donc c'est assez impressionnant, parce que c'était où, en République tchèque? Je le prononce mal, c'est Brno, c'est Brno. B-R-N-O, Oui. donc je vous laisse prononcer les 4 consonnes de suite, les 3 consonnes de suite. Donc on présente, on envoie un abstract, donc un petit papier sur ce qu'on veut présenter. Et donc là, après, il y a un panel d'experts qui évalue cet abstract pour savoir si ça pourrait les intéresser. Et si on est accepté, on a une présentation ou un poster aussi, ça se fait aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un poster? Parce que donc c'est sous un format poster, donc c'est une affiche. Une affiche, voilà, c'est ça, où on présente donc l'article d'une manière un petit peu plus synthétique et didactique pour que ça soit assez visuel. Et donc on va le présenter en fait devant des gens qui vont passer devant notre poster et nous poser des questions. Donc c'est une manière un peu plus simpliste de faire une présentation. Autrement, c'est devant autrement c'est classique, une un présentation public qui est intéressé par le sujet. Voilà, autrement c'est plus classique, c'est une présentation avec un PowerPoint et voilà, et puis donc avec une durée déterminée et des questions après surtout. Et des questions après. Et donc, c'est ça qui fait peur surtout. Alors la peur des questions. On se prépare un peu parce qu'on sait qu'il y a des questions qui pourraient être soulevées parce qu'on connaît un petit peu les limites de ce qu'on présente. Donc déjà ça, on peut se préparer à certaines questions. Et puis après, il y a d'autres personnes, on n'a pas forcément l'idée de toutes les questions qui peuvent être posées. En fait, c'est pas seulement les questions, c'est aussi sans doute la capacité de bien comprendre la question. Oui, c'est ça aussi, parce que qui peut être stressant, quoi. Faut bien comprendre les questions et où veut nous emmener donc la personne qui pose la question. Il y a le fait que ça soit en anglais avec différents accents aussi, ça peut compliquer la chose. Mais la plupart du temps, ça se passe quand même bien. Oui, parce qu'il y a un chairman ou voilà, c'est ça. Je sais pas comment on dit. Si on n'a vraiment pas compris la question, souvent il y a quelqu'un qui vient à l'aide. Qui aide s'il y a un doute. C'est une cérémonie, hein. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que, c'est une question que je peux vous poser à tous les deux, parce que j'étais un peu confronté à ce genre d'exercice. Est-ce que parmi les personnes qui vous posent des questions, il n'y a pas des gens aussi qui sont là pour se faire un peu briller par rapport à leurs collègues? Moi, j'ai posé la bonne question. Moi, j'ai posé je sais pas, c'est humain peut-être, hein. Non, vous n'avez jamais senti ça? Ça va, je trouve. Des fois, il y a des... nous, on a fait ça dans notre laboratoire. Est-ce que vous avez pensé à faire comme nous, on a fait comme ça, fallait essayer de vendre un peu leurs idées, mais... Après, non, je pense, pour moi, ça reste toujours dans la bonne ambiance, jamais eu de problème. Alors, Carlos, vous, la première expérience, elle est internationale, je parle. Internationale. Alors, moi, internationale, c'était en première année de thèse.
Donc, c'était première année de thèse aussi. C'était en première année de thèse. C'est vraiment particulier, hein, parce que là, tu es encore très jeune, tu débarques dans un sujet, dans un domaine, dans un monde nouveau, et faire un exposé au bout de quelques mois. Oui. Bon, c'est un exercice quand même qui n'est pas évident. Hein. Ouais. Alors là. Et là, du coup, c'était à Milan. Et c'était dans une conférence que l'on appelle l'ESTRO, qui est une conférence médicale. Donc, c'est vraiment la conférence des radiothérapies oncologiques la plus importante en Europe. Donc, ce qu'on appelle une conf clinique, c'est, je pense que de base, c'était une conférence pour les médecins. Mais maintenant, elle est ouverte, justement, à tous les ingénieurs, les radiobiologistes. Donc, il y a vraiment un mélange de tous les profils qui travaillent un peu sur la radiothérapie. Et moi, c'était pareil, c'était aussi un poster. Donc, on arrive avec le poster imprimé en papier, on l'affiche, on a toujours un endroit indiqué pour l'afficher. Oui. Ça, c'est une forme qui est quelque part plus simple au départ, hein, parce que, en général, ceux qui viennent, d'abord, évidemment, s'intéressent au sujet, travaillent sur le sujet, mais en même temps, c'est 2 ou 3 personnes qui viennent. Oui. Et donc là, il y a vraiment une interaction immédiate qui s'installe, quoi. Oui. Et donc puis, c'est sans doute quelque chose que vous appréciez, non? Moi, j'ai jamais fait de poster. Moi, ma première, c'était présentation. Directement. J'ai pas eu la chance. Non, j'avoue que ça fait toujours moins peur d'être, à côté de son poster et juste attendre, les gens qui peuvent poser des questions que d'être vraiment dans une salle. Parce qu'ensuite, l'ESTRO, c'est vraiment, c'est dans son centre de congrès, donc on peut avoir. Moi, je me souviens, il y avait des collègues qui avaient des présentations orales. Eux, ils étaient devant presque 200 personnes, peut-être, qui étaient dans une salle qui est grande quand même. Donc j'avoue, ça doit faire peur de présenter devant tous ces gens-là. Mais bon, je peux vous rassurer, hein, même quand avec beaucoup d'années il y a toujours un petit point d'émotion, hein, quand on arrive devant une grande assemblée. Et donc, vous aurez toujours cette petite pointe. Le tout, après, c'est de se dire que c'est normal. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Nous sommes dans l'émission scientifique de Radio Laser, voyage extraordinaire dans le monde des sciences, et que nous recevons aujourd'hui Marion et Carlos. Marion qui est doctorante et Carlos qui est post-doctorant. Voilà, j'ai bien compris. Voilà, non mais absolument, oui. Alors ce sera aussi, évidemment, Radio Laser est relayé par la plateforme culturelle à laquelle nous sommes très attachés aussi, qui s'appelle Unidivers, voilà. Qui, comme Félix d'ailleurs, s'intéresse à la science, mais aussi beaucoup aux arts, à la culture. Voilà, donc vous pourrez accéder à l'émission par les 2 chemins qui vous sont proposés. Exactement. Et puisque tu as parlé d'art et de culture, Jean-Louis, je me permets de vous poser une question à tous les deux. Vous avez une charge de travail énorme. Est-ce que le mot loisir a encore un sens pour vous ? Alors, c'est vrai que parfois c'est compliqué d'arrêter de réfléchir au sujet de notre thèse, d'avoir des idées. La tentation est là de passer toute la journée à essayer de trouver des idées. Mais oui, quand même, je pense c'est même c'est pas obligatoire, mais on a quand même besoin je pense, oui. D'arrêter un peu les week-ends et oui, il y a le temps pour tout. Après, ça dépend aussi centre d'intérêt. Et surtout, j'allais dire du moment de la thèse. C'est vrai que, au début, c'est peut-être plus simple. À la fin, quand on est vraiment en phase de rédaction, on commence déjà à penser à la soutenance et tout c'est vrai qu'on est H24 sur le sujet de thèse. Mais oui, il y a le temps le week-end de faire d'autres activités sportives, culturelles. Ah, Marion fait du sport, mais elle je sais plus. On va lui poser la question. Oui. Non, mais c'est parce que je fais du handball, mais j'ai
très bas niveau, mais non, je fais quand même du sport. On a quand même le temps, heureusement, pour notre santé mentale, d'aller faire du sport et d'aller voir des concerts le week-end ou aller au musée, heureusement quand même. Mais après, je pense que notre génération fait un peu plus attention à ça, je pense. Après, ça dépend. Hein, mais... Oui, mais tu avais raison de poser la question parce que c'est un métier qui est, je pense, vous n'allez pas me contredire tous les deux, qui est passionnant. Quelque part, on va y revenir. Oui, je pense qu'il faut... Et donc, du coup, cette passion, elle peut entraîner beaucoup d'énergie. Parce que on a toujours dans la tête quelque chose qui tourne autour d'une idée, d'une approche, donc bon, c'est une mécanique qui peut être redoutable, mais qui est en même temps magnifique quelque part, pour moi tout au moins. Alors vous, est-ce que vous abordez ça avec passion ? Comment vous vivez ça de l'intérieur ? Je dirais. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça soit un peu différent tous les jours et qu'on ait des vrais problèmes. On sait vraiment pas comment les résoudre. C'est ça qui est pour moi le plus intéressant dans la recherche. Mais c'est vrai que oui, des fois, le soir, on a une idée et on est en train de faire la cuisine, donc c'est pas forcément le mieux pour décrocher, mais c'est ça qui est intéressant. Et Carlos, pareil ? Oui, c'est pareil. Enfin, c'est vrai que, moi, je pense qu'on est obligé, d'avoir d'être passionné pour ce qu'on fait, parce que moi, je trouve, c'est quand même un travail. Il y a des vallées où on trouve pas des solutions. On s'est dit ça fait 2 mois, j'ai réfléchi à la même chose, j'arrive pas à résoudre le problème, et puis des pics où on trouve une solution, et donc on est content. Là, c'est le bonheur. Ouais, donc c'est le bonheur. Ouais, souvent ça marche pas. Souvent ça marche pas. Donc j'aime bien cette image de vallée. Je trouve que c'est clairement ça. Donc on est obligé d'avoir de la passion pour pouvoir traverser ces vallées qui peuvent durer des semaines ou des mois. Je sais pas combien il nous reste de temps. À peu près 10 minutes. Donc on a plein de temps pour échanger. Alors, la question, on approche de la soutenance. Les travaux sont, je suppose, déjà en grande partie réalisés. Il y a la partie rédaction. Est-ce que la partie rédaction est quelque chose de redoutable ? Moi, j'étais pas très à l'aise au début, parce que je croyais que je mettais beaucoup de temps à rédiger, parce que c'est vraiment une méthode pour rédiger, c'est très codifié. Maintenant, je rédige un petit peu plus vite, c'est mieux, mais c'est vrai que ça peut être assez long. Donc c'est vrai que là, moi, j'ai déjà commencé donc pour pouvoir être dans les clous. La date approximative, c'est laquelle ? On aimerait bien que je soutienne donc avant l'été, mais il faut envoyer le manuscrit 2 mois avant, bien 2 mois avant pour que les... Donc ça veut dire avril ? Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'avantage d'avoir déjà publié des articles, donc ça m'a mâché un petit peu le travail. Il y a déjà des choses. Oui, parce que les manuscrits de thèse aujourd'hui, globalement, font un gros volume ? Non, je trouve ça dans notre domaine, je dirais 150 pages, peut-être 200 grand max. Mais je trouve qu'il y a peut-être des domaines littéraires où le manuscrit en lui-même est le plus intéressant, mais nous c'est vraiment les résultats, donc c'est vraiment, on présente les résultats, mais c'est pas la qualité littéraire du manuscrit, si vous voulez, que l'on dit, qu'on publie, on a déjà les travaux qui a déjà été fait. C'est pas comme en droit où le manuscrit est vraiment toute la thèse. Oui. Donc l'avantage c'est que nous on a quelques les conférences et les articles qui nous valident un petit peu au cours de la thèse. Je crois que c'est une obligation maintenant. Oui, c'est sûr. Je connais plus les règles aujourd'hui, mais change tout le temps. Je pense que ça dépend de l'école ça dépend de l'école doctorale. Alors les règles aujourd'hui sont lesquelles alors ? Alors pour la mienne qui était avant l'école doctorale MathSTIC, donc mathématiques, technologie pour l'information et la communication, je pense. Nous, on était obligés d'avoir au moins une communication à l'international. Donc, soit d'avoir présenté nos travaux dans une conférence internationale. Reconnue, je suppose. Reconnue. Avec peer review. Ouais, avec ce qu'on appelle peer review. Donc, des gens qui sont dans le domaine, qui ont lu les articles et validé, la méthode. Qui a été sélectionné. Et donc ça, je pense que c'était plutôt pour les mathématiciens, car pour eux, c'est plus compliqué de publier dans ce qu'on appelle une revue internationale.
Mais sinon, nous, c'était une publication, sur une revue internationale. Donc pareil, on envoie un article, il est lu par des gens du domaine et ils valident ce qu'on a fait. Et ensuite, c'est publié dans une revue qui est plus ou moins prestigieuse. Donc nous, c'est ce qu'on nous demandait pour pouvoir soutenir après. D'accord, donc c'est un article, je dirais international, soit de conférence, soit de journal, de revue scientifique. Mais je pense que nous, on a presque tous un article de revue. Ouais. Et puis pour moi, je suis rattachée à une autre école doctorale parce que je suis rattachée à la fac de médecine, donc je suis avec les médecins. Et vu que c'est plus facile de publier en médecine, les conférences, nous, ça marche pas. Donc, il faut avoir au moins un article de journal international d'un certain rang. Mais ça se fait aussi, pour le coup. D'accord. Mais ça dépend vraiment des domaines, vu que chaque domaine a en fait ses petites règles, on va dire ça comme ça, où c'est plus ou moins facile de publier. Oui, alors là, peut-être pour donner quelques éléments, il y a des revues qui sont considérées comme plus prestigieuses que d'autres, pour des raisons à la fois de sélection, mais pas forcément de seulement cela. Bon, il y a des grandes revues comme généralistes, comme Nature, comme Science, dans lesquelles on publie généralement pas, mais pour une raison simple, c'est que souvent les travaux qui sont faits dans le domaine qui touche aux mathématiques appliquées quelque part sont des travaux qui ne rentrent pas dans leur intérêt. Dès qu'il y a des équations, c'est pas le genre avec des démonstrations, des preuves donc ça m'est arrivé dans le temps, mais par provocation, plus qu'autre chose, de dire à mes jeunes doctorants, tiens, on va envoyer quelque chose à Nature, et puis de voir l'article revenir, alors en nous disant non, c'est pas fait pour nous ça. Donc, alors ces revues là sont un petit peu aussi une consécration pour les chercheurs. On a vu pendant les débats sur la Covid, oui, mais moi j'ai publié dans Nature, moi j'ai publié dans. Oui, non, je pense que dans Marion l'a dit et Carlos l'a dit aussi tout à l'heure. En fait, c'est par domaine. Si tu travailles dans le domaine des technologies pour la santé, tu as des revues prestigieuses dans le domaine. Et c'est celles-là qui sont importantes. Une des grandes familles qui est proche de tout ce qui est sciences de l'ingénieur, c'est la famille I3E, qui est l'Institut d'électronique, d'électroniciens, d'ingénieurs, qui a été créé il y a plus d'un siècle maintenant par les Américains. Et c'est là où ta reconnaissance, tu peux avoir ta reconnaissance du côté ingénierie. Par contre, après, il y a des grandes revues médicales. Oui. Et publier dans des revues médicales, c'est finalement la clé. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que ton travail a du sens par rapport à la médecine. C'est pas seulement des algorithmes ou de la théorie. C'est que ça va avoir quelque chose de concret, un retour concret pour les patients. Et donc ça, pour nous, et vous, je suppose que c'est fondamental d'avoir ce retour vers eux, puisque c'est ça le sens de votre passion. Oui, puis souvent c'est plus applicatif, mais c'est vrai qu'on ne les rédige pas pareil aussi. Non, c'est vrai, il faut adapter toujours. Ce sont des communautés différentes, avec des règles différentes, dans les abstracts, dans la bibliographie, avec les codes différents. Beaucoup plus d'auteurs. Et puis essayer de vendre plus quand c'est une revue qu'on appelle méthodologique, donc I3E par exemple, de vendre plus la méthode mathématique. Et puis, qu'on s'est envoyé pour une conférence clinique, vendre surtout les résultats sur les patients. Et puis l'impact que ça peut avoir dans les prochaines études cliniques. Tout à fait. Alors Carlos, là vous n'êtes plus en train de préparer votre manuscrit de thèse. Moi c'est bon, je suis tranquille. Vous n'avez plus de pression de ce côté-là. Non, là c'est... par contre, il y a toujours les articles, je suppose. Oui, il y a toujours les articles, les conférences. Donc, en ce moment, j'attends des réponses pour 2 conférences. On verra ce que ça donne. Et puis oui, on prépare aussi Il y a toujours un peu cette anxiété quand
on a envoyé un résultat et qu'on attend le retour en se disant ah là là, peut-être qu'il va pas être accepté, parce que c'est ça la règle du jeu. Quand il parlait d'évaluation tout à l'heure, la règle du jeu, c'est que tu as une sélection. Des fois, ça peut être très très dur, hein. Ça peut être 1 sur 5, ça peut être 1 sur 3, 1 sur 2, mais tu as toujours une sélection de toute façon. Et donc, c'est redoutable. Hein. Et il faut savoir que ce sont des délais assez longs quand même. Pour une conférence, on peut attendre peut-être 3-4 mois pour avoir une réponse. Oui. Ah oui. Et pour une revue, c'est pareil. Sauf que on peut avoir une réponse négative. Dans ces cas-là, on arrête. Mais aussi positif, mais quand même avec des modifications de l'article qui sont demandées. Donc ensuite, on a peut-être quelques mois pour faire ces modifications-là. On envoie à nouveau, on a une nouvelle réponse. Donc c'est quand même une publication, un processus qui peut durer presque 1 an avec les retours. C'est un processus itératif. D'ailleurs, soit il est rejeté. Bon, alors à ce moment-là, tu te dis, bon, il est temps que je reprenne les choses de fond. Soit il est accepté, mais avec des modifications demandées. Et des fois, les modifications peuvent être importantes. Mais il considère que le travail a des mérites. Et donc, il le rejette pas. Il lui laisse une seconde chance, d'une certaine manière. Mais bon, je me souviens d'être comme vous, hein, d'avoir été comme vous, avoir envoyé un article, attendre évidemment la réponse, mais il y a 30 ans, c'était pas électronique, hein, c'était par courrier postal. Ça devait être encore plus long. Courrier postal. et donc le moment où on aurait l'enveloppe. J'aurais une petite question, alors tout à fait naïve aussi, sans doute. On en a déjà parlé, Jean-Louis, au cours d'émissions précédentes. Vous travaillez à l'international, forcément. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, que dans la navette spatiale, il y a des Russes et des Américains. On a vu, alors je ne sais plus à quel propos, que des équipes qui politiquement, stratégiquement, militairement sont opposées. Et la science avec un S majuscule est au-dessus de tout ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme une internationale de la science ? Moi je pense carrément, et puis même rien qu'au laboratoire, en fait, il y a déjà une espèce de melting pot de différentes cultures. Si je peux donner un exemple, juste dans mon bureau, on est 3 nationalités alors qu'on est que 4. Ma collègue de gauche est chinoise et en face de moi il y a un Syrien, donc déjà à partir du moment juste pour aller prendre un café il faut mettre des choses en place pour qu'on se comprenne bien, mais oui, après en plus à l'international les conférences il y a vraiment toutes les nationalités. Après c'est vrai qu'en ce moment le problème des conférences c'est que l'Asie était encore bloquée, donc il y avait peu de chercheurs asiatiques, et puis en Afrique il y a quand même beaucoup moins de laboratoires, mais autrement l'Europe se mélange beaucoup et les Américains aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Moi, pareil. Moi, dans mon bureau, je pense que non, c'est plus français. Franco-espagnol. Je suis le seul espagnol du bureau. Ah oui, c'est vrai. On a 2. On est 2 espagnols. Mais on travaille dans un projet européen, donc avec une équipe à Madrid et puis 2 équipes aussi en Italie. Et puis oui, c'est vrai, dans les conférences, c'est minimum des Européens, et parfois aussi des Asiatiques, des Américains. Non, puis c'est vrai que nos données médicales peuvent devenir de l'étranger. On est sur des projets souvent qui ont différents centres, et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est un peu un signe d'espérance. Oui, sur au niveau de la science, il y a des choses qui peuvent être protégées au niveau industriel par la suite avec des brevets, des choses comme ça. Mais l'idée quand même de la science fondamentale, c'est le partage de connaissances et l'avancée des connaissances, et qui puisse être utile à l'humanité de manière générale. Et là, on est dans le domaine de santé. Celui-là, a priori, ne doit pas faire, je dirais, de frontières, posséder de frontières. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Ça perdrait le sens premier, je crois. Un petit mot pour conclure, Jean-Louis, parce qu'on dépasse légèrement notre temps. Marion, alors à tous les deux d'ailleurs, ce que vous avez envie de faire demain?
Qu'est-ce que vous avez envie de faire demain? Moi, j'ai envie de continuer la recherche et donc suivre Carlos en postdoc aussi, faire comme lui. Mais j'aimerais bien justement aller dans un autre pays pour voir comment ça se passe ailleurs. Donc toujours, mais pas forcément en Scandinavie. Ah non, mais non. En Europe quand même, je pense. C'est plus simple quand même. C'est pratique l'Europe. Donc continuer en recherche. Oui. Carlos? Et donc moi, pareil, idéalement continuer dans le milieu de la recherche et donc avoir un poste, ce qu'on appelle un maître de conférence. Oui. Mais bon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en à ces avoir. moments parce qu'on demande de faire des publications et puis faire un peu d'expérience. Et puis, il n'y a pas beaucoup de postes qui s'ouvrent en ces moments, donc Oui, ça, il y a un c'est un concours à message. chaque fois qu'il y a un poste. C'est un message aussi que Radio Laser peut relayer, c'est que la France n'est pas forcément le meilleur exemple de soutien à la recherche. Je parle pas d'ANR ou de projets, où là, il y a des moyens financiers qui sont donnés, mais ça ne suffit pas pour remplacer les forces vives. Et les forces vives sont les jeunes. Et donc, il faut qu'ils puissent trouver un chemin qui leur est offert par notre pays ou par l'Europe, mais voilà, un chemin qui permette de redynamiser des structures, des fois, qui sont un peu vieillissantes, d'une certaine manière. Donc, si je comprends bien de ce qu'ils nous disent, non seulement ils sont heureux, mais ils veulent continuer dans le bonheur. Hein. Exactement, c'est ce qu'on a compris. Eh bien, c'est la période des vœux. Encore une fois, tous nos vœux, Marion et Carlos. Merci Marion, merci Carlos. Vous avez été passionnants, vous avez été... très précis, très clair dans ce qu'ils nous ont donné comme on a appris comme beaucoup message, de choses oui. et puis des signes d'espérance aussi. Merci à toi, Jean-Louis. Merci, et puis mes meilleurs vœux aussi pour la suite et par rapport à vos rêves justement. Et merci à toi, Félix, de m'accompagner depuis le début dans cette émission. Oui, écoute, c'est un plaisir. Et puis, on va conclure en remerciant nos auditrices et nos auditeurs. En leur présentant nos meilleurs vœux, loin de la pandémie, oui. pour reprendre de la liberté qui nous a quand même été un peu enlevée ces 2 dernières années. Voilà, au revoir à tous et à la prochaine, au prochain voyage dans le monde extraordinaire des sciences.